Ouais, salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la partie 2 de la vidéo comment fabriquer un terrarium en bois. Au début je voulais pas la faire, maintenant vous avez été plusieurs à me motiver et à m'inspirer, donc tel que vous me voyez là, je vais aller acheter du matos. Et puis on se retrouve juste après. A tout de suite. Si vous vous en souvenez, on avait laissé notre cuve nue à la fin de la première partie du tuto, que je vous invite à regarder d'abord si c'est pas encore fait. Pour cette deuxième partie, on va embrayer avec le travail sur les profilés alu. Ils nous permettront de créer notre aération basse et de soutenir les vitres, ainsi que de soutenir la vitre supérieure. Vous voyez ici mon croquis à main levée, qui vous fait le lien vers mon modèle 3D. Vous voyez que les deux cornières 10x15 viendront au-dessus de l'ensemble. Nous collerons la grille juste en dessous, même si je ne l'ai pas représenté. J'avais donc cherché en magasin un profilé ayant une forme susceptible de soutenir les vitres. J'ai donc choisi cette forme, car je l'avais déjà utilisée pour ce type de construction, ainsi que les cornières en 10x15. Mais ça pourrait être tout aussi bien une autre forme, pourvu qu'on la découpe correctement. Maintenant, on va passer aux découpes. Sur celui-là, je prends en considération la largeur totale du terrarium pour mon traçage. Je fais le tour avec mon équerre, car il faut que mon trait de coupe soit visible au moment où je vais couper avec la boîte à onglets. Et il n'y a plus qu'à couper. Ensuite, je trace ce que je vais retirer, et qui correspond à l'épaisseur du panneau, à savoir ici 12 mm. Idem ici, il faut s'assurer de voir le trait de coupe dans la boîte à onglets. La spécificité ici, en revanche, c'est qu'on va s'arrêter avant d'arriver sur la tranche qui sera visible à l'avant. Je vais vous montrer en rouge car je n'ai pas filmé, d'une part le trait de coupe, et d'autre part ce qu'on va retirer. Une fois coupé, j'obtiens ça. Une fois que c'est fait, j'utilise une lime pour retirer ce qui pourrait nous gêner et ajuster l'ensemble, car ça rentre pas forcément du premier coup là où c'est prévu. Au bout du compte, ça s'ajuste comme prévu, c'est nickel à droite comme à gauche. Pour finir, j'ai coupé 3 longueurs de cornière. On va maintenant passer à une étape un peu risquée, il va pas falloir se planter. Bien entendu, si on se plante, on peut toujours reconstituer une partie du matériau de base avec la pâte à bois, mais le mieux c'est d'y arriver du premier coup. Ici, le but va être de bloquer tout risque de déplacement du profil sur l'axe de la hauteur, sous le poids des vitres que je matérialise par la flèche verte sur mon schéma. Sur le terrarium en verre, ce rôle était assuré par une cale, mais ici, pour éviter de rencontrer des problèmes d'étanchéité entre deux matériaux de nature différente, j'ai écarté cette option. On va donc creuser un emplacement dans les côtés de la cuve pour bloquer le profil que je mets en évidence avec le hachurage. Le point d'attention particulier concerne surtout la hauteur des éléments. Il faut bien aligner le profil principal non pas sur le fond de l'aération, mais bien sur le premier profil posé sur celui-ci. J'ai tracé une ligne rouge pour que vous puissiez voir où je veux en venir. D'ailleurs, le profilé ne doit pas rentrer à force, car lorsque vous aurez mis la sous-couche, le vernis et la peinture, vous risquez de ne plus pouvoir le faire rentrer. Pour ceux qui se demandent mais pourquoi ne pas faire cet emplacement avant de monter la structure, il arrive qu'au moment de l'assemblage, vous ayez des écarts entre un côté et l'autre, l'un plus haut, l'autre plus bas, bref, le risque de voir une aération de travers en bout de course est bien réel. Je vais donc tracer mon emplacement. On a donc bien 81 mm en comptant le profilé, puis 15 mm pour le fond, soit un total de 96 mm. Si on fait le test avec l'équerre, on voit que c'est nickel et que tout est aligné. Je finis mon traçage. Sans oublier l'épaisseur de mon profil, ça nous donnera l'épaisseur à creuser. J'ai utilisé un ciseau à bois pour faire ça, il est un peu gros pour ce que j'ai à faire, mais je vais m'en sortir.
Je n'ai pas tout filmé, mais une fois que c'est fait, je replace mon profil et c'est ok. J'ai 1,5 mm de jeu, mais c'est pas un problème. Avant de passer à la peinture, j'ai ajouté de la pâte à bois pour éviter le plus possible de voir les jonctions sur la partie la plus visible, à savoir la façade haute. Ensuite, j'ai poncé au grain 80 puis 120. A la fin de la première vidéo, j'avais fini de poncer avec du grain 120 de mémoire. Je vais donc poncer avec du grain 220 pour obtenir une surface le plus lisse possible. C'est long, c'est pas intéressant et ça fout de la poussière partout, mais c'est nécessaire pour obtenir un bon état de surface. J'enlève toute la poussière de ponçage avec de l'essuie-tout humide, et on peut passer à l'étape suivante. Je vais passer une sous-couche bois blanche, toute simple. Alors attention, je suis pas un spécialiste de la peinture ni des finitions, donc il est possible que je fasse pas forcément tout comme il faut, mais on devrait s'en sortir sans encombre en procédant de la sorte. Comme pour tout travail de peinture, on dégage les angles au pinceau et on fait les surfaces planes au rouleau. Une fois terminé, le résultat n'est pas vraiment opaque, on va donc égrener, puis passer une seconde couche, comme ça notre peinture noire recouvrira une surface vraiment blanche. En attendant de pouvoir égrener, je vais m'occuper des profils hauts qui soutiendront le toit vitré. Je vérifie donc mes côtés pour éviter les mauvaises surprises, et cette fois je vais couper à 45 degrés pour avoir des jonctions un minimum finies. Une fois assemblé à blanc, on obtient ça. Il n'y aura plus qu'à procéder au collage par la suite. À présent, je vais égrener la première couche de sous-couche avec du papier de grain 320 afin de la lisser. C'est une étape indispensable si vous voulez avoir une finition nickel, mais pareil, ça met de la poussière très fine partout, donc mettez un masque pour protéger vos voies respiratoires. Pas de soucis si vous voyez apparaître le support, ce sera ok par la suite. Après dépoussiérage, on peut passer notre seconde couche. Vous voyez qu'on distingue bien le relief de la peinture, donc je vais égrener cette seconde et dernière couche. Vous voyez avant, après, c'est pas parfait parce que j'avais pas envie d'y passer 1000 ans, mais c'est déjà beaucoup plus lisse. Pour la peinture noire, j'ai pris cette peinture standard en grande surface de bricolage, mais si vous avez le budget, allez plutôt chez les professionnels style Zolpan. C'est de la monocouche, mais je vais quand même devoir passer une seconde couche, en plus j'aurais préféré quelque chose de plus liquide. Mais passons. Idem ici, on dégage les angles au pinceau et on fait le reste au rouleau. Courage, on a bientôt fini cette partie pas forcément super intéressante. Enfin perso, cette étape me gonfle, mais il faut bien que notre terrarium ressemble à quelque chose. Pour le vernis, idem, j'ai acheté ce vernis standard à bois. C'est pour les parties extérieures, donc c'est vous qui voyez entre mat, satin et brillant. J'ai pris satin, mais après coup je trouve que c'est encore trop brillant, j'aurais sans doute dû prendre du mat. Donc même étape que pour la peinture, en 2 couches, au mini rouleau. La cuve ressemble à ça. On peut enfin revenir aux parties les plus intéressantes. Je vais fabriquer l'aération basse et commencer à bosser la partie supérieure du terrarium. J'utilise du silicone marine, parce que vu la pluralité des matériaux auxquels nous sommes confrontés ici, j'ai plus confiance qu'avec du silicone aquarium standard. Ce produit est neutre et pas plus cher, au moment de faire cette vidéo, je l'ai trouvé à 9€. Pas le droit à l'erreur, je vais utiliser de la bande cache autant que nécessaire pour éviter de saloper tout ce que j'ai fait avant. Je commence par le profiler en L, et si vous vous souvenez de ce que je vous ai montré en début de vidéo, la plus petite partie est orientée vers le haut. Il faut s'assurer d'avoir un cordon de silicone qui recouvre bien le champ de la façade avant. Ici c'est nickel. Ensuite, je passe à la barre la plus en avant qui supportera les vitres. Une fois que j'ai bien pressé et que ça ne bouge plus, je retire la bande de masquage tout de suite. Un peu de scotch. Et c'est bon. Ensuite, je fixe les cornières hautes, le process est le même, donc ça se passe de commentaires. Je reviens sur mon aération basse, je vais utiliser une toute petite section de profilé alu pour servir de cale.
Pour la grille, le début du process est le même que dans ma vidéo sur la fabrication d'un terrarium en verre. Je prends la largeur de ce qui sera recouvert, et je coupe des carrés. Et pour finir le travail de la grille, je plie à 90 degrés le bout qui dépasse, et ça donne ça. En gros ici j'ai prévu 1 cm de râpe de chaque côté pour que ce soit plus facile à plier, mais je couperai ensuite pour que ça corresponde à la taille de ma cale. Ça fait une finition super propre. J'en colle à l'avance, car après je n'aurai plus accès avec le pistolet à mastic, et je pose ma grille. Je n'ai plus qu'à en coller et à poser le premier profilé. Je pense aussi à poser mes cales de finition avant que le silicone ne sèche. Et je peux poser mon second profilé. Notre aération basse est terminée. L'étape suivante est de poser mes rails PVC pour les vitres. C'est exactement le même principe que dans ma vidéo sur le terrarium en verre. Une fois de plus, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Je n'ai pas filmé car ça a peu de valeur ajoutée, mais j'ai également posé ceux qui soutiendront le couvercle. Là ça devient intéressant, je viens de recevoir ce qu'il fallait pour l'étanchéité de la cuve. Je filme le déballage pour combler le temps que je vous présente le produit. Surtout, je tiens à vous préciser que c'est pas un placement produit ou un partenariat, le fabricant et le distributeur ne savent même pas que j'existe, donc j'ai bien payé ce produit avec mon blé, pas de souci là-dessus. Si je vous présente ce produit, c'est parce qu'en toute objectivité, il claque. Donc ce produit, c'est l'Impermax, ici dans un format de 2,5 kg. L'Impermax, c'est quoi? C'est un produit d'étanchéité à base de polyuréthane monocomposant et qui est conforme à la directive européenne 98/83/CE qui définit les critères sanitaires de qualité de l'eau pour la consommation humaine. Pour les plus curieux d'entre vous, je vous mets à l'écran la fiche technique. En d'autres termes, vous pouvez utiliser ce produit pour des réserves d'eau potable et par extension des bassins pour des carpe-koi dans votre jardin par exemple. Ça s'utilise en 2 ou 3 couches et ça forme une membrane étanche et c'est précisément ce qui nous intéresse. La marque c'est Rayston et c'est fabriqué en Espagne donc ça se trouve en Europe. Si vous êtes en dehors de l'Europe, je pense qu'il doit exister des produits similaires. Ça existe en plusieurs couleurs, donc si vous avez une très grosse cuve et que vous devez acheter plusieurs pots, achetez 2 couleurs différentes pour être sûr de bien tout recouvrir. Pour étanchéifier notre cuve, on n'a pas 50 solutions. Résine époxy plus mat vert, éventuellement Cicatop 121, mais pas d'intérêt ici, ça ferait une cuve lourde comme une vache pour rien, donc c'est à garder pour certaines applications comme des faux rochers, etc. On peut utiliser également de la membrane EPDM, mais la mise en œuvre est compliquée dans un endroit aussi exigu. Bref, ici l'Impermax en 2 couches va nous faire une membrane sans avoir à doser la résine et le durcisseur, et surtout ça reste souple et ça permet d'absorber les éventuels mouvements du support même si les dérivés du bois bougent très peu. Étape intermédiaire, j'avance sur la partie haute, j'ai choisi un profilé en L plus petit pour faire la jonction entre le verre et la grille. J'ai coupé 2 longueurs, je vais les positionner comme vous pouvez le voir à l'écran, car j'ai besoin de plus de largeur du côté de la grille. Je prévois également un espace pour laisser passer d'éventuelles futures prises ou sondes de température, d'hygrométrie, etc.
Pour cet espace, j'utilise une chute du même profilé, et une fois coupé à 45 degrés, on aura notre espace. J'en profite également pour poser mes vitres. Pour info, pour calculer la hauteur à faire couper, j'ai procédé de la façon suivante. À savoir, hauteur globale visible de la vitre, plus 6 mm 5, dont 3,5 dans le rail en bas et 3 mm dans le rail en haut, ce qui permet de la sortir aisément. En revanche, je vais pas vous raconter de bobard, je suis embêté avec la vitre de droite. En effet, le rail n'était pas entièrement droit, sans doute en raison de la façon dont il a été entreposé, et je n'ai pas pu rattraper ça au collage. Moralité, j'ai des difficultés à rentrer la vitre. Maintenant, on va fabriquer un couvercle pour clôturer le passe-câble que j'ai fabriqué juste avant. Un simple triangle dans un reste de PVC expansé fera l'affaire. Vu l'utilité, n'importe quel morceau de plastique fera l'affaire dans un premier temps. Ensuite, je fabrique un genre de pare close qui permettront de coller la grille inox de manière un minimum esthétique. Seulement voilà, mon passe-câble à 45 degrés me contraint, si je veux faire les choses bien, à couper à 22 degrés 5, comme vous le voyez sur mon schéma. Je n'ai pas de boîte à onglets avec ce genre d'angle intermédiaire, il va donc falloir se creuser les méninges. J'ai donc dessiné un gabarit avec un rapporteur, et pour le coup, tout fonctionne pour le mieux. Le plus dur, c'est de couper à main levée avec la scie à métaux, mais embuté sur le bord de la boîte à onglets, ça fait nickel. Une fois tous les éléments coupés, il n'y a plus qu'à vérifier que tout s'assemble correctement. Notre petit couvercle et le tour est joué. Je devais me lancer dans une première couche d'étanchéité, mais là, bah il pleut. Tant pis, je fais ça à l'intérieur avec un masque et des courants d'air pour ventiler. Le produit doit être bien mélangé et reposer 10 minutes avant utilisation pour éviter les bulles d'air. J'essaie de vous filmer ça de l'intérieur, je galère un peu à faire ça correctement tout en filmant, en faisant gaffe à ne pas mettre du produit sur le réflexe, et en faisant gaffe à ne pas cacher l'objectif. Donc je fais ça un peu à l'arrache juste au début pour vous montrer, mais je ferai ça correctement entre les prises. Le but ici c'est de recouvrir le bas des profilés pour éviter que l'humidité ne s'insère au niveau du contreplaqué. Le produit est très épais, donc il ne faut pas hésiter à avoir la main lourde. Idem, bien penser aux jonctions avec les cornières, et pareil avec les glissières des vitres. Une fois la première couche terminée, pas facile de vous montrer car tout est vraiment sombre, mais la totalité de l'intérieur est recouvert. J'ai attendu 36 heures comme préconisé dans la doc, et passé ma seconde couche. Comme le produit est tout noir, il est difficile à photographier ou à filmer, mais en gros voilà ce que ça donne. J'ai oublié de le préciser, je l'ai pas fait, mais si possible, faites un bon joint de silicone sur les arêtes intérieures de la cuve. Non pas pour étanchéifier, mais pour casser les arêtes et faciliter le travail de l'impermax. Je n'ai pas filmé, mais pendant que ça séchait, j'ai percé les trous pour les futures buses d'aspersion de 10 mm dans la plaque en verre. Pour pouvoir fixer ma plaque en verre, je silicone seulement la partie concernée. Ensuite, le profilé sur lequel s'appuie la vitre. Et je mets en place ma vitre. Je mets en place le second profilé. J'ai découpé mon morceau de grillage, je n'ai plus qu'à couper l'angle qui va bien à 45 degrés. Puis j'en colle. Je place ma grille. Je mets à nouveau du silicone pour fixer mes pare-closes. Et je viens les poser. Désolé, mes mains cachent le bazar. Il faut nettoyer rapidement autant que possible à l'acétone car le silicone chie partout. Franchement, ça claque ou pas? Pour terminer le tout, je refais un joint par-dessus la vitre. Et je lisse le joint.
remets en place mon capuchon en PVC expansé. Et je pose mon couvercle. Ah si, je balance un peu de flotte quand même pour vous montrer que je n'ai aucun doute sur l'étanchéité du produit. C'est enfin terminé. Ça donne quoi? Alors la question c'est qu'est-ce qu'il faut choisir? Le bois est plus facile à travailler que le verre, mais nécessite clairement plus de finition pour être esthétique, à moins que ça ne vous dérange pas d'avoir un terrarium en OSB ou en MDF non recouvert dans votre salon, mais c'est pas mon cas. Donc ça dépend de ce que vous voulez construire, de vos compétences, de vos outils et de votre budget. Car en comptant la peinture, le vernis et le reste, ça vient vite compenser le prix des matériaux de base. Si je ne me suis pas trompé dans mon suivi de budget, j'ai dû en avoir à peu près pour 300 € en comptant le matos de la première vidéo. Je regarde si je peux vous mettre des liens pour du matos dans la description de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo parce qu'elle était vraiment longue à faire. Dans la partie 3, on verra l'éclairage si cette vidéo fait suffisamment de vues. Si la vidéo vous a été utile, laissez un commentaire pour me soutenir et pour le référencement, likez, abonnez-vous, et puis surtout gardez la pêche les potos. Allez, à plus!